Bonjour, nous sommes en 2020 dans l'IDA. Je me présente, je m'appelle Pierre Jean, je suis titulaire d'une maîtrise de théologie biblique et d'un master de théologie et de philosophie catholique, et je suis diplômé de l'IDA. En raison de mes connaissances en logique, l'IDA m'a demandé de prendre en main ses cours à travers une série de vidéos dont celle-ci est la 19e. Mais avant, je voudrais vous rappeler que nous sommes ici en logique philosophique, à l'école d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin. L'instrument appelé logique ou organon est une méthode de raisonnement, un instrument inventé par Aristote. Toutefois, il faut bien distinguer la logique mathématique de la logique philosophique, qui, bien que sous-tendue par la logique mathématique, s'intéresse non seulement à l'élaboration d'un raisonnement correct, mais à la recherche d'une vérité première, en portant son analyse sur le réel par une vérification des prémices. C'est pour cela qu'on l'appelle grande logique ou logique philosophique. La démarche de la philosophie étant destinée à la recherche d'une vérité première, dont la véracité doit se retrouver dans tous les prémices, en vue d'obtenir ainsi un caractère universel. Ce que nous allons voir aujourd'hui porte sur la volonté libre et la nature de la volonté. Lorsque l'intelligence juge quelque chose comme un bien et que par la suite de ce jugement on tend vers le bien, cela indique qu'on le veut. C'est donc la volonté qui est l'inclinaison vers le bien connu, jugé comme bien par l'intelligence, et qui va ainsi sur le terrain des moyens d'action caractériser la seule espèce humaine en la distinguant de toutes les autres, les espèces animales. Le problème fondamental va être ici celui de la nature de la volonté. Sa solution résulte de la différence de nature entre connaissance intellectuelle et connaissance sensible. Nous avons dit que la sensibilité ne peut connaître que des biens particuliers. Tout il résulte qu'elle tend vers eux, sans savoir ce que sont des biens, car elle n'a pas l'idée de bien qui lui permettrait de juger. Si telle ou telle chose est un bien, bien, elle ne le sait pas, la volonté. Nous avons donc remarqué qu'un chien peut comprendre beaucoup de mots de notre langage, mais ce sont toujours des mots désignant des biens particuliers, comme par exemple le mot promenade, le mot viande ou le mot sucre. En revanche, on ne pourrait pas lui faire comprendre le mot bien, pas plus que le mot être, ou si on le lui faisait comprendre, ce ne serait qu'en faussant la signification. Si chaque fois qu'on dit à un chien c'est bien, on lui donne un morceau de sucre, et si chaque fois qu'on lui dit c'est mal, on lui donne un coup de bâton, il connaîtra très vite les mots bien et mal, mais pour lui bien voudra dire sucre, et mal voudra dire bâton. Et l'on aura ainsi faussé pour le chien le sens des mots et leur signification. Le chien n'a pas et ne peut pas avoir l'idée de bien, mais seulement des images, communes de certaines catégories de biens sensibles, comme le sucre et la promenade. L'intelligence contraire à l'idée de bien et connaît par elle le bien en tant que bien dans sa nature universelle de bien, commune à tous les biens particuliers. C'est donc vers cet aspect de bien, vers ce qu'il y a de bien en lui reconnu par un tel jugement, que se porte la volonté. D'où il résulte que la volonté ne se porte vers tel ou tel bien particulier, qu'en se portant vers ce qui a été reconnu de bien en lui, ce qui entraîne que la nature de la volonté étant de se porter vers le bien connu comme bien par l'intelligence et d'être une inclinaison vers le bien dans sa nature même de bien commune à tous les biens particuliers, inclinaison en vertu de laquelle elle se portera vers ce que l'intelligence reconnaît de bien
en chacun d'eux. Donc, le bien est l'objet formel déterminant la nature de la volonté. Comme le son est l'objet formel de l'ouïe, la lumière celui de la vue, l'être celui de l'intelligence. La nature de la volonté est de tendre vers le bien et par là, vers ce qu'il y a de bien dans les choses. C'est par là que la volonté résulte de l'intelligence, le bien étant l'être même comme objet d'inclinaison. Le bien étant un transcendantal, hiérarchisé du dedans, à tous les degrés de l'être. La volonté a la même amplitude infinie que l'intelligence, le bien pouvant se trouver en une multiplicité illimitée de biens particuliers. De ce qui vient d'être établi, résulte que par sa nature même, donc nécessairement et infailliblement, la volonté veut toujours le bien et ne veut jamais et ne peut jamais vouloir rien d'autre que le bien. À cela, certains objecteront qu'il arrive qu'on veuille le mal, mais en fait de mal. Le mal, c'est quoi? C'est l'absence de bien. À cela, nous répondrons, d'après ce qui précède, par l'absolue certitude, que cela est impossible et ne peut jamais avoir lieu parce que contraire à la nature même des choses. Lorsque cela arrive, c'est que l'on a choisi un bien inférieur à un bien supérieur, le mal se trouvant alors dans la privation de ce bien supérieur. Il reste que ce bien inférieur est quand même par quelque côté un bien, et que c'est vers ce bien, et non vers un mal, que la volonté s'est portée, que c'est lui qui a été l'objet propre direct du mouvement de la volonté. Exemple. Un enfant à qui sa mère dit « Tu manges ce gâteau, tu seras malade ». Et malgré cet avertissement, l'enfant choisit de manger le gâteau. Sa volonté a-t-elle voulu la maladie, c'est-à-dire la privation de la santé? Bien évidemment, non. Elle a voulu le plaisir de manger le gâteau, qui est incontestablement un bien, mais le mal est d'avoir voulu ce bien inférieur, malgré la privation de santé qui va en résulter. Ce qui complique ce problème, c'est que notre intelligence est incapable d'erreur. Il peut arriver qu'elle juge comme bien quelque chose qui n'est pas un bien, et qu'alors la volonté ne se porte que vers un bien apparent ou illusoire. Prenons d'autres exemples. Quel bien l'homme qui se suicide peut-il vouloir, puisque la vie est la condition de tous les biens? Dans le cas le plus fréquent, c'est que là de souffrir, la mort lui apparaît comme un repos, bien illusoire d'ailleurs, car le repos est un état de vie, mais n'ayant aucune expérience de notre mort, tant qu'elle n'a pas eu lieu, il nous est impossible de nous en faire la moindre idée, et c'est pourquoi très souvent, on se la représente sous cet aspect trompeur du sommeil ou du repos. Quant à la vengeance, on y veut une idée fausse que l'on se fait du rétablissement de la justice. Idée fausse, car la vengeance ne rétablit pas la justice. Nous allons voir maintenant le problème de la liberté. Parce que par sa nature même, la volonté veut le bien dans sa nature universelle de bien, elle ne peut être attirée nécessairement par un bien limité, comme l'avait bien vu Platon, mais bien sous quelque aspect et non bien sous quelque autre aspect, par ce qui lui manque. Par son orientation vers le bien dans sa nature même de bien, elle domine d'une indifférence dominatrice, qui lui laisse le pouvoir de choisir entre tous les biens limités, c'est-à-dire qu'ils ne réalisent entre eux que dans leurs limites la nature du bien, sans en avoir jamais la plénitude. Chacun des biens particuliers réalise en lui quelque chose de la nature du bien, mais non la totalité, dont aucun d'eux ne peut déterminer le mouvement de la volonté. La volonté ne veut le bien que dans sa nature universelle.
nature universelle de bien, ce qui veut dire qu'elle peut donc choisir entre tous les biens particuliers qu'elle se portera par conséquent librement vers celui à qui elle donnera sa préférence. Nous avons démontré que la liberté, c'est-à-dire le pouvoir de choisir, appartient par sa nature même à la volonté, et que par là, à la différence de toutes les autres espèces animales, l'homme doué de volonté est libre, comme il a conscience de l'être, quand il fait un choix, alors qu'il sait très bien qu'il avait le pouvoir de faire le choix contraire, ou un autre choix. La volonté peut choisir un bien limité en raison de ce qu'il y a en lui de bien, mais aussi de ne pas le choisir en raison de ce qu'il y a en lui de non-bien à cause de ses limites, et en choisir alors un autre, qui a en lui quelque autre aspect de bien, auquel on donnera dans ce cas, la préférence. C'est le mouvement nécessaire de la volonté vers le bien, dans sa nature de bien, qui est par le fait même pouvoir de choix entre des biens particuliers, dont chacun réalise à sa manière différente des autres quelque chose de la nature du bien. Si l'homme est ainsi libre par l'indifférence dominatrice de sa volonté vis-à-vis de tous les biens particuliers, on voit que cette liberté, comme la volonté dont elle est un attribut essentiel, résulte chez l'homme de l'intelligence, plus précisément du pouvoir que possède l'intelligence de juger tous les biens particuliers à la lumière de la notion universelle de bien, considérant en quoi et dans quelles limites chacun d'eux est un bien ou un non-bien. En les comparant entre eux, nous avions déjà indiqué que pour choisir, il faut comparer, donc juger, ce qui est un acte de l'intelligence. Et il résulte de là que l'homme n'exerce pas sa liberté, n'agit pas librement quand il agit sans avoir réfléchi, en suivant aveuglément le déterminisme de ses mouvements de sensibilité et de ses passions. Ce serait donc une erreur de penser que tous les actes de l'homme sont libres. Il n'y a liberté que si avant d'agir, on a réfléchi pour comparer les différentes solutions possibles, les juger et par là vraiment choisir entre elles, c'est-à-dire décider. Il n'y a d'exercice effectif de la liberté que par le jugement réfléchi, que dans la décision ou le choix résultant d'un tel jugement. Ce n'est que dans ce cas qu'un acte d'un homme peut être appelé acte volontaire libre. C'est cet acte volontaire libre qu'il nous faut examiner maintenant de manière plus précise et plus détaillée. Voyons donc maintenant l'acte volontaire libre. Pour comprendre complètement la nature de l'acte volontaire libre, nous allons être amenés à distinguer à l'intérieur de sa réalité complexe un certain nombre de phases. L'ordre dans lequel nous allons les représenter, ou les présenter du moins, en dépendance les unes des autres, est un ordre dans la nature même des choses et pas forcément une succession d'instants, car elles peuvent être plus ou moins mêlées les unes aux autres, imbriquées les unes dans les autres. Pour qu'il y ait acte volontaire libre, il faut évidemment d'abord, d'après ce que nous venons d'expliquer, que le jugement de l'intelligence est considéré quelque chose comme un bien, y est reconnu un certain aspect de bien, ce qui entraîne infailliblement un certain mouvement de la volonté vers cet aspect de bien, vers ce qu'il y a là de bien. C'est cette première phase que l'on appelle l'intention, qu'on appelait aussi velléité. Mais l'acte volontaire libre n'est nullement achevé là. Il n'est qu'amorcé. Car pour les raisons que nous avons dites, la volonté ne voudra pas nécessairement ce bien particulier vers lequel elle s'est portée en un premier mouvement. Elle lui préférera peut-être autre chose. Il y aura peut-être des raisons qui,
pour préférer autre chose, la détourneront de son premier mouvement, vers ce bien particulier que l'intelligence vient de prendre en considération. Autrement dit, l'intention n'est qu'une première phase en laquelle il n'y a pas de choix fait, pas de décision prise, et en laquelle cette décision n'est nullement déterminée, car elle demeure libre. C'est en ce sens du mot intention qu'un dicton affirme que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Bonnes intentions qui n'ont donc jamais été suivies de décisions leur étant conformes. Il faudra donc, pour qu'il y ait vraiment acte volontaire libre, une seconde phase, à l'issue de laquelle une décision sera prise. Une seconde phase où la liberté choisira, en donnant sa préférence, c'est le choix de l'élection. Seconde phase, le choix ou l'élection. La décision prise, l'acte volontaire libre est achevé. Il s'achève et se réalise en elle, en ce qui est essentiel à sa nature même d'acte de la volonté où la liberté s'engage, choisit, donne sa préférence précisément en décidant. Mais il reste comme conséquence de la décision entraînée par elle une troisième phase qui est celle de l'exécution. Troisième phase, l'exécution. C'est déterminant l'exécution. L'exécution a lieu sous le commandement de l'intelligence, dont le jugement dit ce qui est à faire, et la motion de la volonté qui, dans nos actes libres, meut, comme cause efficiente, nos autres facultés à leurs actes. Il est capital de bien voir que l'exécution n'est que la conséquence, si rien n'y met obstacle, de l'acte volontaire libre qui est accompli ou achevé en sa nature propre, d'acte volontaire libre dans la décision. Cela est très important pour faire saisir l'erreur des nombreux penseurs qui nient la liberté humaine au nom du déterminisme physique qui régit tout le monde corporel dont l'homme fait partie. Ce qui est effectivement et certainement régi par ce déterminisme physique, c'est l'acte extérieur d'exécution. Par exemple, les commandes nerveuses et les fonctionnements musculaires. Si je dis de lever le bras, mais on voit par là qu'une telle objection est passée à côté de la liberté, puisque précisément celle-ci ne se trouve pas dans l'acte extérieur d'exécution, mais dans l'acte intérieur de décision. Prenons un exemple simple qui illustre les limites du déterminisme. Si je décide librement de soulever un poids de 200 kg, il est fort possible que le déterminisme empêcherait l'exécution, si ma constitution physique ne me le permettait pas. Puisque c'est dans la seconde phase d'élection ou de choix que l'acte volontaire libre en tant que tel s'accomplit et s'achève, il faut examiner cette phase d'une manière plus approfondie, car elle-même comporte deux étapes, la délibération et la décision. Puisqu'il s'agit de choisir entre deux solutions, décider ce dont on a eu l'idée dans l'intention, ou le rejeter pour préférer une autre chose, et puisqu'il n'y aura choix véritable qu'en raison du jugement de l'intelligence, capable de comparer, il faut que celle-ci examine le pour et le contre. Et c'est précisément là ce qu'on appelle la délibération. Au fur et à mesure que l'intelligence délibère, il y a de la part de la volonté des mouvements de consentement ou d'adhésion aux divers pour ou contre que l'intelligence prend successivement en considération au cours de cette délibération, mais tant que dure celle-ci, aucun de ces mouvements n'est décisif, car précisément la décision n'est pas encore prise. Le choix
n'est pas encore fait, la volonté demeure à travers ces mouvements dont aucun ne la détermine dans sa liberté de choisir l'une ou l'autre solution. Ces mouvements demeurent donc encore en un certain sens des intentions ou des velléités. Nos délibérations constituent une part très importante de notre psychologie humaine, et c'est pourquoi romanciers et auteurs de théâtre et de films font assister aux délibérations de leurs personnages, quelquefois au théâtre par l'artifice d'un personnage secondaire que l'on appelle confident, chargé dans un dialogue de présenter des contre ou pour, destinés à attirer l'attention sur le personnage principal. Corneille le faisait avec une précision d'avocat, et l'on peut citer comme exemple particulièrement caractéristique le fameux monologue de Rodrigue, où celui-ci délibère pour savoir s'il va ou non provoquer Don Gormaz en duel, le pour étant que son père est l'offensé, et le contre que l'offenseur est le père de Chimène. Si la délibération ne prenait pas fin, il n'y aurait pas d'acte volontaire libre. Et il n'y a d'acte volontaire libre que parce que la décision met fin à la délibération, et cela parce qu'en la décision le choix est fait, la liberté y a donné sa préférence à la solution décidée. C'est donc en et par la décision que l'acte volontaire libre est vraiment réalisé, donc accompli et achevé, en sa nature même d'acte volontaire libre, c'est-à-dire d'acte de libre choix. Donc, c'est cet instant essentiel et ultime pour la liberté de la décision qu'il faut expliquer de manière précise si on veut comprendre la liberté. Nous avons vu qu'en chaque étape de l'acte volontaire libre interviennent inséparablement l'une et l'autre l'intelligence et la volonté. L'intelligence ne peut pas considérer quelque chose comme un bien sans que, par le fait même, la volonté se porte vers lui, et la volonté ne peut pas se porter vers quelque chose sans que l'intelligence y ait vu quelque bien. Nous allons évidemment retrouver dans l'analyse de l'instant, de la décision, ces deux rôles conjoints de l'intelligence et de la volonté. Nous avons expliqué pourquoi la décision n'est libre que parce qu'elle est prise d'après un jugement de l'intelligence. Mais il s'agit ici du jugement qui met fin à la succession des jugements qui examinent le pour et le contre au cours de la délibération, sans quoi la délibération continuerait et il n'y aurait alors pas de décision. Ce jugement final en lequel et par lequel il y a décision qui accompagne la décision s'appelle jugement décisif, précisément parce qu'en lui, la décision est prise. Et pour le bien distinguer ainsi des jugements qui se succèdent au cours de la délibération. C'est le jugement qui dit ce qu'on décide de faire, ce que par là on veut faire puisque la volonté y est ainsi librement engagée. C'est le jugement qui dit la solution, librement adoptée parce que ce jugement exprime le motif auquel, parmi tous les pour et tous les contre considérés au cours de la délibération, on donne librement sa préférence, c'est-à-dire le motif pour lequel on se décide, ce que nous appellerons le motif décisif. Mais précisément parce que le motif décisif, qui n'est pas par lui-même déterminant, sans quoi, s'il l'était, la volonté ne serait pas libre, il n'est décisif que par la libre préférence que nous lui donnons. Alors il y a dans la décision inséparablement du jugement décisif dû à l'intelligence, l'acte de libre choix de la volonté, s'engageant par libre préférence pour la solution ainsi adoptée. À ce moment,
le mouvement de la volonté n'est plus simple intention ou velléité sans décision. Il est choix fait, acte décisif de la volonté. Vouloir efficace de la solution ainsi adoptée est véritablement voulu. Nous avons donc bien trouvé dans la décision les deux rôles conjoints de l'intelligence, jugement décisif, et de la volonté libre choix. C'est à ce propos que les philosophes ont posé un problème qui en est la clé de la compréhension de la décision et par là de la liberté. La question la voici que posent les philosophes. Est-ce que le jugement décisif, rôle de l'intelligence, qui précède, est-ce le jugement décisif qui précède et qui cause le choix de la volonté, ou est-ce au contraire ce choix qui précède et qui cause le jugement décisif? La solution intellectuelle de Platon et de Leibniz, ayant très bien vu qu'il n'y a d'acte libre que décidé, d'après le jugement de l'intelligence, motivé par lui, en conclut que le jugement décisif précède et cause ce choix. Mais cela conduit à un déterminisme psychologique, qui est une négation de la liberté, car dans ce cas, la délibération aboutit d'elle-même, sans intervention du choix libre, au jugement décisif. Sauf erreur à ce sujet. Platon confond la faute morale avec une erreur de l'intelligence, reconnaît la meilleure solution, et cette conclusion de la délibération déterminerait alors le choix qui par là ne serait plus libre, le motif le plus fort l'emporterait, déterminant la décision. Cela est évidemment faux, puisque nous avons démontré que la volonté est libre. Mais on peut voir en quoi cela est faux. C'est que la délibération ne peut pas, par elle seule, sans intervention du libre choix, aboutir à un jugement décisif, car aussi fortes que soient les raisons en faveur d'une solution, elles ne seront jamais déterminantes pour la volonté. Nous avons précédemment expliqué pourquoi, à cause de l'indifférence dominatrice de la volonté vis-à-vis de tout bien limité, et il sera toujours possible de prolonger la délibération en y prenant en considération des raisons contraires. Tout jugement ou le libre choix de la volonté n'est pas intervenu, n'est pas décisif. Il n'est qu'un des jugements se succédant au cours de la délibération. On peut donc dire, dans le jugement décisif, le motif le plus fort l'emporte, mais ce motif n'étant pas déterminant pour notre volonté, c'est notre libre préférence à lui donner qui l'a rendu plus fort. Faut-il adopter alors la solution volontariste qui, ayant compris ce que nous venons d'expliquer, conclut que c'est le choix libre de la volonté qui précède et cause le jugement décisif? S'il en est ainsi, ce choix n'a pas lieu d'après un jugement de l'intelligence, mais alors il ne peut que suivre un mouvement de sensibilité par lequel il est déterminé, et cette fois d'un déterminisme physique. C'est donc de nouveau la négation de la liberté. Et nous savons pourquoi cela est faux. Parce qu'il n'y a vraiment liberté que là où il y a jugement de l'intelligence, motivant la décision. Sartre a prétendu qu'un acte motivé ne serait pas libre parce que déterminé par son motif et qu'il n'y aurait de vraie liberté que dans un acte sans motif. Mais il n'a pas vu que s'il n'y a pas de motif conscient, c'est qu'il y a des motivations inconscientes provenant d'inclinaisons de la sensibilité et qu'on se trouve alors, au lieu de vraie liberté, dans un pur déterminisme physique,
C'est au contraire la motivation consciente par le jugement de l'intelligence qui fait qu'il y a liberté, parce que cette motivation est motivante, parce qu'elle est l'objet de la libre préférence. Rejeter à la fois la solution intellectualiste et la solution volontariste, tout en conservant ce que l'une et l'autre ont vu de vrai. La première, qu'il n'y a de décision libre que motivée par un jugement de l'intelligence. La seconde, qu'un jugement ne peut être décisif que par le libre choix de la volonté, le jugement n'étant décisif que par ce choix libre, et ce choix n'étant libre que par ce jugement décisif. Il y a ainsi, dans l'instant de la décision, causalité réciproque entre jugement décisif de l'intelligence et choix libre de la volonté, conformément au principe de la réciprocité des causes, dont nous avons déjà eu l'occasion de dire l'importance, pour éviter les erreurs des systèmes opposés. Il s'agit ici de la réciprocité entre causalité formelle et causalité efficiente de jugement décisif. Le jugement décisif est évidemment cause formelle du choix libre, puisque le choix libre est adhésion au motif décisif, mais non déterminant, puisque décisif par choix libre, c'est-à-dire qu'on choisit en ayant la possibilité de ne pas faire ce choix et d'en faire un autre, pris en considération par ce jugement décisif qui est ainsi cause dans l'ordre de la motivation de la décision, cause spécificatrice de la décision, qui n'est ce qu'elle est et pas une autre, qu'en étant choix de ce motif et pour ce motif que le jugement décisif prend en considération. Mais le choix libre de la volonté rend décisif le jugement qui le motive dans l'ordre de réalisation, d'effectuation d'exercice de l'acte volontaire libre, en tant qu'il est acte de décision, acte où la volonté décide en choisissant. Nous avons bien reconnu ainsi ce qu'avait vu de vrai chacun des deux systèmes opposés. L'intelligence est cause dans son ordre, qui est celui de la causalité formelle, et la volonté dans le sien, qui est celui de la causalité efficiente. À l'instant de la décision, le motif rendu par elle est décisif et seul pris en considération par le jugement que notre libre préférence donnée alors à ce motif rend par là décisif. Donc à ce moment, les motifs contraires qui ont été pris en considération au cours de la délibération ne sont plus considérés, la liberté les a écartés, s'en est détourné pour donner sa préférence au motif que cette préférence rend décisif en le prenant seul en considération. Nous verrons en morale que dans l'acte moralement bon, la considération de la loi morale est décisive parce qu'à l'instant de la décision, les motifs contraires ne sont plus considérés. La liberté les a écartés, s'en est détournée pour donner sa préférence à quoi? Eh bien, à la loi morale, que par là, elle prend alors seule en considération, tandis que dans l'acte moralement mauvais, la loi morale a été considérée pendant la délibération. Si on l'ignorait, on ne serait pas responsable et il n'y aurait pas de faute, mais à l'instant de la décision, elle n'est plus prise en considération. La liberté s'en détourne pour donner sa préférence à des motifs contraires, qu'elle prend alors seule en considération et rend ainsi décisif. Cette vidéo prend fin. Cette vidéo sur la volonté libre et sur la nature de la volonté, donc,
nous apprend plusieurs choses. Bon, hein, certaines phases déjà, hein, celle de la délibération, premièrement, celle de la décision, rendue par le jugement décisif, définitif. Voilà. Bon, il faut savoir aussi, à bien retenir que l'intelligence est cause en tant que causalité formelle et que la volonté, dans son domaine, est cause efficiente. Il ne faut jamais l'oublier pour bien s'y retrouver un peu dans ce développement. Dans la prochaine vidéo, qui sera la 20e de cette série consacrée à Lisa, qui portera sur les limites de la liberté, eh bien, je vous donne donc rendez-vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.